Euh, Merci d'être venu dans un premier temps. Et la session d'aujourd'hui va parler de réplication de données avec le produit Rocket Data Replication et Synchronization de la société Rocket Software. Je vais passer le mot à Cyril. Bonjour à tous. Sur cette présentation. Je peux descendre simplement là. On va parler données aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas de confusion. Quand on va parler réplication, synchronisation de données, c'est pas du tout pour faire de disaster recovery. D'accord? C'est pour valoriser la donnée. Donc, on n'est pas dans les solutions du type e-cluster, que l'on a chez Rocket Software, Linux, QuickEDD, j'en passe ou d'autres. C'est pas du tout ça. C'est pas pour de la prod, c'est pour de la donnée et pour valoriser cette donnée. D'accord? Pas sûr que vous soyez dans la bonne pièce, parce qu'il y en a qui sont venus pour la prod et je dis non, c'est pas de la prod. Petite présentation, certains de vous me connaissent déjà, je suis responsable commercial sur la France pour l'ensemble des produits Rocket et je baigne dans le monde IBMI depuis de très très nombreuses années. Avec moi aujourd'hui, deux experts chez nous qui sont experts plutôt côté données et réplication de données, données dans le sens du terme de la valeur que l'on peut apporter à la donnée et l'ensemble des choses que l'on peut faire avec. Rapide agenda pour aujourd'hui, ça va être très simple. Très brièvement, je vais vous présenter Rocket Software pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et puis après, on va faire une présentation PowerPoint, on va parler de l'architecture, de comment le produit fonctionne, et on va faire une démo, une vraie démo de la solution avec une réplication de l'IBMI vers du PDS. Pour ceux qui ne connaissent pas Rocket Software, on est un très gros d'ailleurs, éditeur de logiciels. Siège social basé aux États-Unis à Boston. On est plus de 3000 dans le monde aujourd'hui. Vraiment un très gros éditeur. Il a marqué, je crois, plus de 1800 ingénieurs, mais en fait, on est à 2000 maintenant. Donc vraiment un très gros éditeur de logiciels. Très honnêtement, 90% du mainframe, 10% de l'IBMI, ça représente tout de même quasiment 200 développeurs chez nous. C'est quand même pour situer la société. On a un partenariat très très fort avec IBM qui fait que on développe et on supporte des produits IBM que la plupart de nous utilisent historiquement dans le mainframe, mais également aujourd'hui aussi dans le monde IBMI. L'authentification multiple, par exemple, IBMI, c'est développé par Rocket. Le backup dans le cloud, c'est des solutions développées par Rocket, c'est des produits IBM. Aujourd'hui, le catalogue IBM qui sont développés et supportés par Rocket Software. Je vais me tromper de PC. Rocket, moi, ça fait très longtemps que je suis dans la société, 23 ans. J'ai vu la société croître depuis 23 ans de manière exponentielle. La stratégie de la société, c'est de travailler dans le monde du legacy, vraiment le DMZ, le IBM, et d'acquérir des sociétés avec une technologie forte qui permet aux clients de moderniser et d'optimiser leur existant. Donc, tout ce que l'on va faire va être autour de ça, la modernisation et l'optimisation. Donc là, c'est un exemple de produit que vous retrouvez chez Rocket Software. Et ça, c'est des sociétés que l'on a achetées ces dernières années. Celle de laquelle on va parler aujourd'hui, c'est la société BOS. Il y a BOS Software, dont on a fait l'acquisition il y a 18 mois, et qui est justement cette société qui a créé ce produit qui permet de répliquer, de synchroniser les données. C'est une société qui, à l'époque, avait juste une trentaine de personnes. Et en fait, c'est des clients à nous qui nous ont approchés, qui nous ont dit c'est une technologie qui est vraiment très, très intéressante. On verra ce que ça vous permet de faire. Mais voilà, ils sont basés en Allemagne, ils sont juste 30. Nous, pour la taille de notre société, on ne peut pas se permettre de dépendre d'un petit éditeur juste basé en Allemagne pour cette technologie. Donc, on aimerait que vous, Rocket Software, est-ce qu'on pourrait acheter ce logiciel via Rocket Software? Ça intéresse la société et il s'avère que c'est une technique très très intéressante qu'on peut utiliser pour plein de choses et dont on a fait du coup l'acquisition.
La stratégie de Rocket Software est assez simple, c'est d'aider nos clients à moderniser avec un minimum, on dit oui, ça fait tout doucement, avec un minimum de disruption. Donc l'idée, ce n'est pas des disrupteurs, on parle de disruption, nous c'est l'inverse. Je vais vraiment essayer de moderniser, aider nos clients à moderniser, optimiser avec un minimum de disruption. Les trois axes, et la solution dont on va parler aujourd'hui, RDRS, est dans le premier axe, ça aider nos clients à moderniser les applications, aider nos clients à moderniser la façon d'accéder à la donnée ou ce que l'on peut faire avec les données. On parle de data lake, on parle beaucoup de data lake, de choses que l'on peut faire, comment nous aider à moderniser notre système applicatif, non seulement avec les applications, mais avec les données. Le deuxième axe sur lequel on accompagne nos clients beaucoup ces derniers temps, c'est toute la partie sécurité. On n'en parlera pas aujourd'hui. Le troisième axe, c'est toute l'optimisation à la fois de l'infrastructure et l'optimisation des connaissances, l'optimisation des ressources aussi informatiques. Donc, on aide nos clients en amenant vers les technologies legacy des solutions open source. On va porter, c'est ce qu'on a fait notamment sur le côté mainframe, on a porté des solutions open source vers le mainframe et on accompagne, par exemple du côté DevOps, on accompagne nos clients dans l'utilisation de solutions open source de type Git, Jenkins, etc. Voilà. Donc le sujet, aujourd'hui, on va traiter le sujet réplication et synchronisation de données. Et Patrick va prendre la parole. Merci, Thierry. Ok. Alors, effectivement, il ne faut pas être sur le réseau IBM, parce que c'est plutôt. Je pense que c'est là-haut parce que c'est pas possible. Ah oui, allez-vous là. Vous êtes sensible à. Non, je pense que je suis juste la plus jeune. C'est vrai que ça fait joli du coup. Quoi? Quoi? Ok. On va pas parler de ça. On va pas parler de ça. On va parler plutôt de modernisation. Quand on parle de modernisation, il faut que je m'adapte. Waouh. Et vous avez raison, parce que ça apparaît tout de suite ici. Et quand on parle de modernisation, il y a modernisation des données et modernisation des applications. Aujourd'hui, on ne va pas parler des modernisations des applications. On a des solutions et des logiciels qui permettent de faire, de moderniser et d'exposer les applications entre elles. C'est pas ça. On va parler de modernisation des données. Et dans la modernisation des données, on a trois outils. On a un outil de cartographie qui permet de pouvoir cartographier l'ensemble des flux. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir avoir une vue globale d'ensemble sur le système d'information. Le Rocket Data Virtualisation, c'est un outil, c'est un très bon outil qui permet de pouvoir accéder aux données et en virtualisant la vue qu'on va avoir de ces données. C'est-à-dire qu'on ne les touche pas, on laisse les données exactement à leur endroit, sur les plateformes, quelles que soient ces données-là, et on va pouvoir avoir une vue en SQL, par exemple, sur chacune de ces données. On va parler de Data Replicate and Synchronization. Là, cette fois-ci, on va vouloir migrer les données. Donc, migrer les données, pourquoi on va migrer les données? On change de base de données, on met en place une nouvelle application, et cette application va devoir dialoguer avec des données qui proviennent du legacy, de l'historique. Et donc, quelqu'un va falloir aller porter ces données d'un environnement à un autre. Alors ça, c'est pas facile à faire pour pouvoir. C'est pas facile à faire pour pouvoir récupérer les informations, parce que ces informations, ces données-là, elles se trouvent sur différentes plateformes. L'informatique, il y a 40 ans, c'était facile. Il y avait le système d'information. On avait quoi? Pour ceux qui l'ont connu, évidemment. Il y avait quoi? Il y avait, allez, on va dire, une demi-douzaine de bases de données ou de sources de données. Il y avait 2-3 systèmes d'exploitation. Et puis, c'était assez simple, c'était plutôt monolithique. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça.
Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Votre environnement, votre système d'information, il y a différents systèmes d'exploitation, il y a différentes plateformes, et l'ensemble de ces différentes sources de données, et l'ensemble doit pouvoir communiquer. Pour pouvoir communiquer, on va devoir le challenge à et là, il va falloir accéder à ces données. Alors, lorsque ce sont des données de type SQL, c'est assez facile, on va pouvoir utiliser le langage, et là, il n'y a pas de difficulté. On va avoir des difficultés lorsque les données sont du propriétaire, donc avec des structures plus difficiles et compréhensibles. Les formats des données aussi qu'il va falloir manipuler. On n'oublie pas, on va migrer les données d'un environnement à un autre. Donc, il va falloir comprendre la structure de ces données sources pour pouvoir ensuite alimenter les données cibles. Et c'est tout ce cheminement que le produit va pouvoir adresser, à savoir récupérer les données sources, pouvoir alimenter dans un dictionnaire, dans un repository, pour avoir l'ensemble des structures. On va pouvoir ensuite mapper, on va pouvoir mettre vis-à-vis les données sources avec les données cibles, et puis lancer les procédures de migration de ces données. Ou de réplication. Ou de réplication. Donc, oui, Jean-Pierre? Non, de réplication. Toujours dans la complexité, la qualité des données en raison des conversions, bien entendu, puisque on va devoir aussi appliquer des règles de transformation entre la donnée source et la donnée cible. L'outil, le logiciel, va devoir aussi prendre en compte. On va aussi pouvoir ou vouloir non pas faire des d'une table à une autre. Et par exemple, un SQL, sur un progrès SQL, et puis du MongoDB, faire une nouvelle base, parce qu'on a besoin de pouvoir faire qui tourne sur une table et mis avec les nouvelles sources de données, avec les nouveaux applicatifs dans le système d'information. Le second challenge de performance. Hop, oui, j'arrive. À part sur le réseau, voilà. À part sur le réseau en termes de performance, c'est important. La migration de l'information, on va pouvoir la traiter de deux façons. Chargement en masse, récupération des informations de l'application comptable, on va alimenter toutes les bases de données, mais on va pouvoir aussi faire du synchrone, c'est-à-dire récupérer l'information dès lors qu'elle est placée à partir de la source, pour la véhiculer directement, je dirais presque instantanément, sur la cible. Ça va devoir pouvoir traiter ces deux cas de figure. Donc, chargement en masse, toutes les 2 heures, on lance un batch qui permet de pouvoir récupérer les données sur la source, on les alimente, on transforme les informations et on les charge sur la cible. Et on peut vouloir aussi, au moment où on va prendre une commande sur l'application source, de vouloir récupérer directement ce bon de commande pour automatiquement sur le CNC. Et puis, la capture aussi peut être très coûteuse, donc on va bien faire attention que le produit, c'est gérer aussi ces informations en termes de... Et bien entendu, la maintenance et la fiabilité va s'adresser à un logiciel. Alors le logiciel, il existe depuis quelques années, 2004. D'accord. Et en tant que référence client, on a plusieurs combien. Je dirais de cette solution, c'est que beaucoup de gens l'ont fait pour une migration. Donc, on utilisait pour migrer leur base de données qui n'était pas forcément du DB2, mais d'autres bases un petit peu propriétaires. On migrait vers le MongoDB et Big Data. Une fois terminé, l'outil, entre guillemets, ne servait pas à grand-chose.
Donc, il y en a certains qui l'utilisent encore pour faire de la synchronisation de données. Donc, ils ont du DB2. Ils ont une application qui a été réécrite vers un Mingo, je crois, peut-être pour un de nos clients, sur Postgre. Et en change application, c'est pour ça que je parlais pas de migration, mais de réplication en temps réel. Les données sont transférées en air real-time, c'est-à-dire le minimum de temps possible, vers la base Postgre pour que les applications, je dirais, open, puissent donner la même information que si on interrogeait un serveur de 50 ou la nouvelle application. Il y a eu des sites comme Renault, il y a eu des sites comme Fréquin, c'est pas mal sur l'API, qui a interrogé avec l'API leur prod, puis ils ont vu qui tapait par rapport à faire la valeur. Et le DAF, ah tiens, j'ai fait une copie, tiens, je comprends pas, il y a un gros problème de perte. Donc ça tombait, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On mettait en place, on l'a fait avec nos solutions, hein, avec nos solutions de DR d'ailleurs. Cluster, on a mis en place une partition là, avec une application, et puis on a accepté une petite latence. Là, on parle vraiment de mise en place de solutions où il n'y a pas de latence. Et il a fait mainframe et BI, il a fait UX, M3, et donc il a besoin de récupérer des données du mainframe et du BI, mais dans une base de données Postgres. Et quand on a montré ça à la direction, hein, c'est la direction qui est flash. Ensemble de données, et puis là, on peut vraiment faire une vraie analyse financière là-dessus. Alors qu'avant, c'était vraiment manuellement recopier là, consolidation financière manuelle. Là, on est tout en temps réel. Donc là, c'est. La présentation sera durée pour la récupérer. Je produis ces requêtes data replication synchronization. Alors, ça fonctionne comment? C'est facile. Les sources, quelles que soient les sources, on utilise des mainframe, des librairies, des plateformes oligopole distribuées. Ici. Ça peut récupérer l'ensemble des données. On va ensuite mapper les données sources avec les données cibles, y appliquer des règles de transformation. Tout ça se fait à l'intérieur du repository avec une interface graphique que vous verrez tout à l'heure. On va faire une démonstration de l'ensemble de la solution, permettant de pouvoir, lorsqu'on va soit démarrer la migration en batch, soit pouvoir récupérer d'une manière instantanée les informations de la source en CDC, sur cette capture, pour pouvoir alimenter sur le système cible. Donc, une source, le repository et les données cibles. Vous voyez que sur les données cibles, quelle que soit la plateforme, quelle que soit la source de données accédée. Donc, on a développé des serveurs spécifiques pour chacune de ces sources de données, chacune de ces sites. Quand on a les sources que l'on d'autres bases qu'on pourrait mettre, je veux dire, en ODBC, on y accède et puis on peut la ramener. Donc là, quand vous avez Oracle, on est capable, si Oracle, d'aller chercher le log miner qui va nous ramener des modifications. On a toutes les API internes des produits, et aussi on apply. On n'appelle pas en mettant simplement un insert, parce que ce serait peut-être un peu trop long. On utilise aussi les utilitaires fournis par chaque base de données, chaque, je dirais, par exemple, Kafka, autre, du JSON, etc. Voilà, quand on met ces bases-là, oui, bon, c'est du SQL, on peut pas citer quoi. À se poser. Si vous avez des questions, allez-y, entre chaque slide. On peut les prendre. C'est pour ça. La philosophie du produit. Donc, poser des questions à l'oreille. On peut dire que c'est un ETL en fait. Oui, tout à fait. Oui, ça permet extraction, transforming, loading. On extrait les sources, on peut les modifier, et puis on va les charger. Les boîtes à lettres.
Ça, c'est clair, on n'est pas des jeux Talend. Mais Talend ne fait pas du CD. On ne va pas transférer lecture en direct analyser. Donc, on est vraiment plutôt change data capture données. On peut les transformer, donc on n'est pas obligé de passer par Talend. Et on peut bien sûr les loader, sinon ce sera embêtant de garder les données sans les mettre à la base Stargate. Mais on n'est pas dans l'ETL. On n'est pas dans le monde. Il y a beaucoup de certaines sociétés. Le point important de migration, mais le change data capture. Très intéressant, ça de pouvoir être assuré une modification sur un système d'information, sur une plateforme, immédiatement sur une autre source de données. Clair? 5 étapes. Donc, Pierre, la première, on va créer les sources. C'est bon. La seconde, on va créer la cible. Une source, une cible. Ensuite, ah oui, oh non, pardon, est-ce que je vois à l'écran? Allez, on va créer la cible. Ensuite, on va importer les structures de données source, structure de données cible. On alimente ceci dans le repository. Et c'est sur ce repository, ensuite, il y a l'interface graphique associée. On va pouvoir manipuler, on va pouvoir mapper les sources de données, pouvoir les structurer. On a une table en source, on a dit qu'on pouvait avoir différentes tables en cible. On va pouvoir y appliquer des règles de transformation. TVA, on peut faire des modifications, on va faire du lookup, on va pouvoir aller rechercher des informations sur d'autres systèmes pour pouvoir récupérer ces informations et ensuite charger ceci dans la cible. Création de ces règles de transformation. Et enfin, au plus dernier lieu, on va définir les éléments de... C'est le quatrième que tu as parlé avec le 3. Alors, tu peux mettre le 5. Normalement, il devrait arriver. Là, c'est... Le dernier, c'est l'ensemble des éléments qui vont permettre de pouvoir charger ces informations. L'ordre qu'on vous donne est l'ordre réellement quand vous installez le produit. Donc, un produit qui peut s'installer, on verra après, sur un Linux, un Unix, un Windows, bien sûr, Z-Linux si vous avez des Z-Linux, etc. Ça, c'est la partie, je dirais, qui permet de mapper et de faire toutes ces informations. Ensuite, on verra que vous avez des agents sur certains systèmes pour récupérer les données. Et ça, c'est réellement l'ordre. Une fois que vous avez notre interface créée, les tâches, donc DB2I par exemple, DB2Z, autres, etc. Les cibles, pourquoi on crée les cibles avant de faire l'import et l'export? C'est parce que lors de la transformation des données, on saura déjà qu'on va aller vers un MongoDB, on saura déjà qu'on va aller vers un Postgre, une base SQL, un fichier JSON, etc. Donc, avant de faire l'import et l'export, RDRS a besoin de savoir le ou les targets possibles pour la source qu'on va sélectionner. C'est vraiment l'ordre sur lesquels, dans la démo, vous verrez comment ça va se passer. Niveau adaptabilité, parce que là on parle de créer la donnée cible avant de faire n'importe quel store, est-ce que du coup c'est modulable si on a un changement et qu'on a une nouvelle cible qui apparaît? Sûr. Il faut savoir que l'avantage de la solution, c'est que vous avez au départ le produit complet. Donc, si demain vous achetez une autre machine, si vous achetez un Big Data, enfin je ne sais plus ce qui existe, Elastic, etc., vous n'aurez rien à réinstaller au niveau du logiciel, simplement aller discuter avec ce charmant jeune homme qui va vous donner le problème de licence. Mais le produit contient tout. Donc, c'est-à-dire que si demain vous passez d'une cible MongoDB vers une autre cible Oracle, pourquoi récemment on a une nouvelle base qui arrive, Snowflake, etc. Bien sûr, vous allez faire la cible, on va refaire, je dirais, la repository, par notre interface graphique, on verra aussi par du batch, un peu. Et à ce moment-là, lui, il va appliquer vos modifications pour aller. C'est relativement très souple. On peut le faire, hein. Donc, il comprend tout ça, mais La création du process, Bulk, c'est la synchrone, charge en masse. Le CDC, c'est du synchrone. OK. La solution intégration des données, change de données, synchronisation, réplication, on en a parlé. Alors, soit par intervalle,
soit en temps réel, ça peut être aussi piloté, on peut déclencher aussi l'action de migration de ces données-là sur l'événementiel, et puis bidirectionnel, on va pouvoir éclater les enregistrements. On avait un de nos clients qui était en migration justement DB2 vers Oracle. Donc les applications départ DB2 allaient mettre à jour en temps réel Oracle. Ils écrivaient des nouvelles applications Oracle, et lorsque cette table-là Oracle était mise à jour par la nouvelle application, on changeait de direction, on remettait à jour DB2. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore des batchs qui tournaient de l'autre côté pour synchroniser. Donc on a fait du DB2 vers Oracle vers DB2, les deux mélangés, pas sur les mêmes tables. On a évité quand même de faire ce problème-là. Et ensuite, à la fin, il ne restait plus que de l'Oracle vers DB2, et à la fin, il ne restait plus rien du tout. C'est-à-dire que malheureusement, l'IBM a disparu. Je dis malheureusement parce que je connais que ça. Caractéristiques, quelle que soit la plateforme, quasiment des sources de données, on sait y accéder, quel que soit le système d'exploitation. Donc on a plusieurs méthodes sur la capture de données, on ne va pas s'apesantir, si ce n'est qu'on sait y accéder. Hein. On n'a jamais rencontré de client sur lequel on n'a pas pu adresser le besoin. On capture une fois, on peut écrire sur plusieurs cibles. Ça, c'est vraiment très important. C'est que dès qu'on capture la donnée, si elle va sur MongoDB, sur Snowflake, sur Postgre, etc., on a le mécanisme pour ne pas redemander à la source la même modification. Donc, une modification et transformation ensuite vers les bases cibles. Pour appliquer plus tard ou tout de suite, etc. L'idée, capture une fois, mais on peut avoir plusieurs cibles pour cette capture. Vous assurez que vous devez bien appliquer sur les différents. Voilà, nous avons tout le mécanisme, bien sûr, grâce à des fichiers restart file. Dans le mécanisme, là, on a un checkpoint. Lorsque la donnée est dans toutes les cibles. À ce moment-là, tampon, on sait que, comme quand il y a un commit, une fois que vous avez un commit, vous avez un timestamp. Donc, dans ce cas-là, c'est exactement pareil. On sait exactement où on est. Et en cas d'arrêt, je dirais peut-être de votre base de données, en tant qu'arrêt de RDRS ou en tant qu'arrêt du serveur ou de la base de cible, on repartira à l'endroit où on s'est arrêté. Ouais, c'est important ça. Vous avez le réseau qui n'est pas là, j'ai entendu. Là, malheureusement, c'est deux mondes distincts. Il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Le principe, c'est de ne pas perdre de données et de pouvoir repartir au moment où c'est fait. On sort les rapports aussi, qui permettent de pouvoir déterminer. Alors, on a des rapports, mais bon, les rapports, ça c'est bien, et on a surtout pas mal de process de surveillance. On a mis en place au départ, je dirais, lors du projet avec le client, en disant qu'est-ce que vous voulez vérifier. Donc, j'avais un client qui me disait, moi, je veux ma donnée arrive dans les 2 minutes, hélas. J'aimerais avant, donc c'était avant, au moins 2 minutes, il dit c'est pas trop possible. Donc nous on a écrit, vous avez demandé le client, on a écrit le process de vérification. On n'a pas pensé à une seule chose, ça ne marche pas, sauf que notre outil tournait. La personne qui est arrivée le lundi pour surveiller tous les etc. Donc on n'a pas dire attention, je ne reçois rien depuis 10 minutes, c'est pas normal dans un site de production. J'ai mon source qui a été capturé à 22h10 et il s'est appliqué à 22h15, c'est inadmissible pour moi. Bon, de nouveau alerte, etc. Et après il faut l'analyse. L'analyse c'est pourquoi? C'est parce que la base cible répond très mal. Peut-être le réseau il est comme ici, il prend son temps. Donc voilà, bien sûr, on a tout ça pour vous permettre de vous aider, c'est très important. Avoir en même temps et des applications classiques, parce que on utilise pour une application sur un site secondaire. Et là, on voudrait utiliser justement d'autres solutions pour synchroniser sur un travail local, justement de base de données. Ouais, ça peut, il n'y a pas de référence ni de gestion de données qui pourrait. Nous, on avait un client qui avait c'était un Z, qui avait 2 DB2 dans 2 LTAR différentes et pas au même site. Et on capturait les données du DB2 de l'un pour les rappliquer dans le DB2 de l'autre. Avant, les sites étaient très proches, donc on faisait ça par des outils, je dirais, des mécanismes hardware ou autres. C'est ça dessus. Comme ils étaient un peu plus éloignés, qu'ils n'avaient pas trop de connexion entre les deux, on est passé par justement de capture. Donc là, je crois qu'on capturait tout en CDC, il n'y en avait pas besoin. On capturait juste les logs tous les soirs, tous les matins, pour transférer les données.
Ouais, là, je suis plus. La forme, donc là, par contre, c'est intégration de versions, inscriptions qui peuvent apparaître comme différentes. Oui, j'avais un exemple. Donc, je peux faire ce qu'on appelle chez nous le bulk. Le bulk, c'est la masse. Hein. Je prends mes enregistrements, je les charge très bien. Il avait une base de plusieurs millions d'enregistrements. Je dis, mais vous avez combien de modifications par jour? Ouais, je ne sais pas, 3 à 4 000. Je dis, quand même, si vous n'avez pas besoin de CDC au niveau de votre application, faites du CDC. Par l'histoire, à 8 millions d'informations, vers la soirée c'est pas, je veux dire, c'est un peu stupide. Comme ça, et il m'a dit, ouais, en effet, dans ces cas-là, on peut faire du CDC, même si j'en ai pas besoin. C'est un outil, donc il doit y avoir un projet autour de cet outil. Il y a vraiment un minimum de surveillance. Ouais. Une personne qui regarde discrète tout le temps. Nous, quand on a nos alertes, vous envoyez les alertes. On peut vous envoyer les alertes. Donc, du genre, je n'ai pas de notification qui arrive depuis un certain temps, l'application de la donnée se fait très tardivement, etc. Le mode bulk, comme on appelle le mode bulk ou load, c'est du batch. Donc, un batch Linux, Windows, etc. Donc là, à la fin du job, la quantité du leurre et dire voilà, que c'est terminé en tant de temps, en minutes, en temps. C'est vrai. Rapidement, quelques caractéristiques, la fonction complète de mapping, ce que l'on indiquait, entre les sources et les données. Le concept de repository, c'est le dictionnaire qui va de toute façon récupérer l'ensemble de ces informations. Vous avez l'interface graphique qui permet de pouvoir visualiser de ces données. Choisissez, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'oracle. On a à peu près 25 tables de repository, disons les tables de source, les transformations, etc., etc. Donc, on a besoin de repository, c'est une base SQL qui est devant. Perdez le repository, ça arrive. Le concept de staging, peut-être, rapidement. Je crois qu'il n'y a pas un truc derrière. Alors, on le traitera après. Je vais expliquer 10 fois. Traitement de format de sauvegarde, récupération des données en masse, c'est ce dont on a parlé, et transformation aussi, ça a été évoqué. Encore une fois, quelle que soit la plateforme, quelle que soit la source de données. Dernière caractéristique. Toutes les structures de données différentes sont accessibles. Latence pour les chargements en masse, Big Data Analytics, oui, c'est. Encore une fois, si vous chargez sur Oracle, vous allez utiliser le SQL Loader d'Oracle en parallèle. Si vous avez d'autres bases qui ont leur propre utilitaire pour accélérer, on les utilise aussi. Donc vraiment, c'est ça très important. Chaque base de données a un outil de chargement en masse parallèle, autre, sera utilisé pour accélérer le processus de bulk. Voilà. On veut vraiment vous montrer le produit. Nous, on veut rapidement. On va parler de moi qui s'est ajouté. Hein? On passe par Marseille. C'est pas à chaque fois, puis c'est ça. Ça, j'imagine. Donc là, ce sont les méthodes, je dirais, de transport des données. Le bulk, j'en ai un petit peu là. Aussi, c'est enregistrement en base la première fois, ou peut-être tous les week-ends. Tous les week-ends, je rechange ma base vers le plastique. C'est ce qu'on appelle le bulk. Le bulk compare, je pense qu'on peut l'oublier, c'est une histoire de snapshot. On est capable de prendre un snapshot d'un fichier à plat, prendre le snapshot de l'outil capable de donner des records qui ont été modifiés. Carrément, depuis 2004 que je travaille avec ce produit, parce que j'étais le vendeur de ce produit avec Boss Software avant de rejoindre le banquet. Je ne l'ai jamais utilisé, pour vous dire à quel point c'est. On peut utiliser les logs, les archive logs, si vous avez besoin de revenir en arrière sur des périodes, mais principalement, ce qui est fait, c'est le mode bulk et accès immédiat en temps réel. Quand on dit temps réel, on précise near real time. C'est mon
C'est parti. C'est lui qui veut. Le staging, Jean-Pierre. Ah, ça, j'ai mis bien, je crois qu'il s'affiche. Oui, bon. Donc ça utilise le CDC. Et surtout pour des points de performance. CDC même bloc si tu as besoin de table. Tu arrives? Oui, c'est. Moi, oui. Appuie sur le cadre. C'est sûr. Voilà. Je comprends la performance, ça marche. Le stage 0, c'est ça. On se dit que quand on est sur la base source, IBMI ou un autre IBM ou une autre source, on essaie de prendre le moins de temps possible de CPU, de CPW, de Z, etc. Donc on prend la donnée, on la capture en buffer. Hop, essayer d'en. Et le but du jeu, c'est bien d'arriver au stage 3. Et le stage 3, c'est des inserts, si je suis sur mon volet sur direct, c'est du RK, etc., etc. Donc, à la fin, forcément, il y aura la vraie commande se permettre de faire la modification qui a été capturée. Mais entre-temps, le stage 2, c'est ce qu'il appelle l'universal format. Il sait exactement les images avant et les images après, ce qui doit de pouvoir rediriger à N cible les modifications voulues. S'il n'y a qu'une seule cible, le stage 2 sera complètement transparent pour lui. Il n'y aura pas besoin de temporisation pour le stage 2. Si vous avez plusieurs cibles, pour arriver au stage 3, voilà comment ça va se passer. Une sorte de staging pour éviter de dépenser de la CPU où il n'y en a pas. Dans le même temps, je disais un peu ce qu'il y a sur le repository. Hein, quand on installe, il installe là. 25 tables, hein, c'est ce qui est indiqué. Je regardais un peu les fonctions si on avait parlé de tout. Tout à fait. Donc ça, on va pouvoir passer. Toujours sur le repository, l'import des données, on appelle les métadonnées, les 3 métadonnées, soit par graphique, on peut le faire en mode batch, ou bien REST API si jamais vous voulez. L'interface graphique est pratique quand on fait un POC, quand on a 2-3 tables à mettre. Moi, j'ai fait une migration, là, c'était une migration, une synchronisation d'un site, la GPM Toulon, avec 1500 tables. Il a fallu importer et mettre dans le produit. Donc là, on s'est basé sur le catalogue. On a récupéré les données qui étaient dans le catalogue et on a créé des batchs. On a créé 1500 trucs batchs pour l'annoncer pour faire ce hors de question de faire 1500 et un tour export de données. On a importé les sources. La même chose sur la cible, les métadonnées. Méthode. Et puis, on va pouvoir alimenter. Client, code postal, salaire, c'est un peu impeccable. La base de cible, parce qu'elle existe. Bah non, je n'ai pas encore fait. Ok, voulez-vous que j'aille pour vous? Bouton, et vous faire le drop table, create table, avec les index, directement sur la base cible. C'est pas une obligation, C'est pas une obligation. En général, il y a des gens qui ont déjà leur base. Donc, à ce moment-là, on importe l'entrée, on importe la sortie, on demande au produit, map, ce que tu peux. C'est-à-dire avec les mêmes noms, etc. Et ensuite, manuellement, il va être en stock, il va là-bas. Ça, c'est de etc. Toujours pour les cibles, donc garantie de l'intégrité, il y a des commits qui sont faits quand tu utilises le CDC, ou le traitement par bloc, fonctionnalité des chargements. On peut s'interfacer avec les utilitaires des produits cibles que l'on veut utiliser, utilitaires Oracle, si on peut charger Oracle ou d'autres. Parallélisation des processus, c'est plutôt de l'interne. Ça permet de pouvoir optimiser en termes de performance sur les chargements. Les bases qui permettent de faire de la parallélisation. Et sans agent dans le cadre de l'IBMI, de toute façon, il n'y a pas d'agent qui est utilisé. Donc, c'est d'agent qu'on va mettre à appliquer sur des projets et autres. On aura juste la connexion DVC ou JDVC vis-à-vis de la base. On pense bien qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en termes de sécurité, l'ensemble de l'outil, interface, s'appuie sur l'ensemble des systèmes de sécurité. Ici. Et on va passer à la démonstration. Ici.
On ne savait pas trop comment était le réseau chez IBM, donc on ne va pas se connecter en direct. On va y passer la nuit. Donc on a filmé la démonstration, on va pouvoir la commenter. Dans l'architecture de Nemo, alors on a dit qu'on avait besoin d'une source, on a besoin de cible. En source IBMI, on a du DB2, DB2i, ici. On a positionné sur, on a installé sur un Linux le produit, rappelez-vous, le repository, l'interface graphique qui permet de pouvoir y accéder. Et en cible, on va charger PostgreSQL. Encore une fois, on peut avoir les sources que l'on veut, et si que l'on veut, ça va faire ça changer, c'est l'idée. Le scénario est déjà. Jean-Pierre, tu me dis quand je m'arrête, hein, c'est ici. Alors, par contre, qu'est-ce que ça va donner en termes de. Donc, on est bien sur la démonstration. Sur des données sources, on va le faire. On va donner les données cibles. Je sais pas si là, il est rapide. On va mapper et ensuite on va créer des structures de process. Juste de autrement. Qui donc est connecté vis-à-vis de Linux. On va juste au début, vous voyez les onglets agents, un peu plus bas, vous voyez data source, output target, repository, process définition. C'est ce qu'on va faire dans l'ordre. On va avoir besoin, une fois que j'aurai fait le source, la target, la définition du mapping, j'aurai besoin des process bulk, des process CDC. On n'a pas besoin d'agents sur l'IBMI. On va se connecter via DB2 Connect. Donc, la première chose qu'on va faire, vas-y, tu peux y aller. La première chose qu'on va faire, à partir du Linux, c'est de donner la définition. Ah, même ça. Voilà. Donc, on se connecte bien sur du DB2, pas sur du DB4. Vous avez toutes les deux leçons qui ont été faites là, pour l'exercice. On a la connexion 5 dans la base username, enfin c'est du standard. Hein, allez, un petit test connexion. Et je dis bien que c'est du DB2 Hysteris, non pas BSE, mais pas Z. Test connexion magnifique, ça marche. C'est l'avantage d'une vidéo, c'est que ça sonne pas. Voilà. Une fois que j'ai fait mon source, il a déjà créé la target. Pour éviter, je tire de perdre du temps, la target est déjà créée. Donc là, il demande simplement de faire l'input et l'output et de faire les relations. Comme vous le disiez tout à l'heure, si je veux pas l'output, je décris le petit truc de côté. Je suis maintenant dans l'IBMI. Je vais dans une base, enfin une table, que je crois que c'est Customer. On peut en sélectionner plusieurs, bien sûr. Ah, ça semble bien. Voilà, donc j'ai cliqué Customer, je clique sur Next. Et là, je donne la target. Comme je vous le dis, la target a déjà été créée. Donc c'est Postgre en mode local, c'est-à-dire via l'interface Postgre, connexion to Postgre. Il donne là toutes les connexions possibles hein, sur les différentes cibles. Connexion stream, ça ne change rien. Connexion telle, je suppose que vous allez faire. Postgre, impeccable. Alors, l'overcase, parce que Postgre demande des données en minuscules. Donc, on supporte en disant je veux du lowercase, parce que Postgre, c'est une base assez spéciale. Et là, maintenant, je porte les données venant de Customer. La question, est-ce que je dois créer la base cible? Dans notre cas, ce sera YA, oui. Sur cette effort en Allemagne. Oui. Sur le YA. Ce sera yes. Voilà, donc il vous donne la syntaxe, le droit et les alcartables s'il y a des clés, binaires ou pas. Ah. Ouais, je m'étais planté. Il a fait une erreur justement dans la définition et il va vous montrer comment il va pouvoir corriger cette petite erreur ici, parce qu'il s'est trompé dans la comment on appelle ça? Le préfixe. C'est dans DB2i. Non pas dans DB2. Il a fait une petite erreur, il revient dans son droit et il crée sa table. Il est très obéissant. Ouais. Voilà, un des plusieurs fois, donc ça marche chaque fois. Inconvénient d'une vidéo, tu ne peux pas tout le temps la faire.
Ouais. On apprend. Ouais. Bon, là, dans la vie, ça marche aussi comme ça. Donc là, il utilise un de ces outils pour montrer que dans Postgre, la table est bien créée et qu'il y a 0 database. Comme ça, il est sûr qu'il me l'a montré. Il n'y a pas de tricherie. Donc, on revient dans notre outil, et donc on va maintenant créer le process. Le process, d'abord, de charger cette base. Parce qu'avant de faire du CDC, il faudra peut-être que la base soit complètement chargée. Donc, on crée un nouveau, on lui donne le nom qu'on désire, initial node, initial customer, très bien. C'est bien du bug que je vais faire. Le type de source, toujours du DB2. Je mets le process. Et tout ce que je vais faire, c'est simplement, comme dans le repository, j'ai tout ce dont j'ai besoin. On lui demande soit d'appeler sur la target, soit d'utiliser dans notre cas le loader data file de Postgre. On délègue à la solution, soit le produit directement va se charger d'écrire, soit on décharge justement cette capacité utilitaire de cible que vous voulez utiliser. Donc là, on va démarrer le process. Donc ça, c'est en mode batch aussi, attention. Là, il est en train de tourner. On le voit ici. Et là, stop. Voilà, c'est pas grave. Et là, il a fait une erreur. Il n'a pas fait exprès. Ouais. Mais en voulant quitter, il a restarté le process de load. Or, le process de load doit être unitaire. On ne peut pas charger 2 fois la même table sur la même cible. Donc là, le produit a dit, arrête de bégayer, continue. Voilà, on a fait une line. Et on revient dans le truc. Le process est là. C'était là l'erreur. Là, tu reviens en arrière. Ah oui, tu vas trop vite, hein. Pour moi et pour lui. Voilà, on a 53 données, c'est pas énorme. Hein. Le but n'était pas non plus de charger des millions de records. Bon, petit truc, mais tout c'est bien terminé. On peut envoyer un message de fin de job vers n'importe quel utilitaire que vous avez l'air ou pas. Et là, il vous montre avec son outil le close. Donc là, on a chargé en masse. Hein. Première fonction, pouvoir aller lire des données sources, les transformer et les charger. Maintenant, on voit que la base cible, donc la base cible a été chargée. Elle est avec une adresse qui est North Street, là on montre le CDC, c'est-à-dire c'est une modification qui va être faite sur un point donné sur le source, l'adresse va être répliquée directement sur le site. Et j'espère ne pas se tromper. Hein. Bah, je pense pas que la vidéo va changer. On va faire pareil. On ne sait pas. Une fois qu'on la regarde, une fois qu'on voilà. Donc là, maintenant, nous avons besoin d'un nouveau process qui est donc du real time, puisqu'on a donc créé un process, bulk, et cette fois-ci, on lui donne un nom, on lui dit toujours le type de data source, et on utilise l'active log dans l'IBM. Aux données en temps réel. Alors, Journaux, ça, oui, c'est les journaux de DB2. Donc il y a besoin d'une petite modification, si ce n'est pas le cas, d'activer la journalisation et de mettre un paramètre image avant, image après. C'est le minimum. On n'a pas d'agence sur l'IBMI. Pas besoin. Donc, start du process, le process va démarrer. Là, il est tranquille. Par exemple, on fait des trucs très jolis. Le DLC. Et donc là, il va revenir dans son outil et il va aller vers le DB2, là-haut, le DB2i. Pour faire la modification. Donc, le type a déménagé. Il habite du North Street, là. Et Whitehall Hall, peut-être. Westbury Hall. Bah, tu vas me là. OK, on fait la modification sur la source. Donc, une application va venir modifier une donnée. Cette donnée, via le CDC, puisqu'on a ce process qui a été mis en place, va directement se retrouver
sur la domicile, sur l'application. sur l'espace solaire. Allez, tiens-moi dit, Pépère. Ok, je vais juste remontrer parce que ça a été très vite. Ça va, oui. Le rapport. Surtout, tu as montré la. Si, il l'a fait. Des fois, ça va être promis. On va le revoir. Ici. Voilà. Et on voit que Nord Stream est devenu. Ouais, Voilà, c'est stop, tu peux la stopper. Et là, on voit qu'ici, il y a eu un peu d'activité. On voit qu'il y a eu un. Ah, j'ai rien fait. C'est pas moi. Allez. On voit qu'il y a eu un update, on voit la table etc. Voilà. Ce qui revient, c'est après. Et là, bon, ça a été changé. C'est le là était au bon moment. Non, moi, c'est bon sur l'écran, ça devrait pas tarder sur le report. Ah bah, trop tard, tu vas stopper. Voilà. On a plusieurs informations. On sait bien qu'on a fait un update à quelle heure sur la table cible de le tour d'apply, moins d'une seconde. Donc, il n'y a pas d'alerte, pas de truc, etc. Et bien sûr, comme il y en a qu'une, ici, le source prend en poudre, il ne bouge pas beaucoup. Donc voilà. Était-ce clair? Très bien. Alors, je reviens juste ici. Ici. Vous avez deux QR codes et une surprise pour le troisième. Ce QR code, c'est pour télécharger la plaquette de notre produit. On verrait, on est le filmer. Vous nous envoyez un mail, hein, vous nous demandez directement. Celui-là, c'est quoi? C'est un e-book. C'est un e-book, mais qui explique c'est la doc correspondant à notre solution. Et ça, et ici, pour ceux qui voudraient tenter de gagner un casque Bose, en même temps que vous capturez les QR codes précédents, vous capturez celui-ci, il y a un jeu concours avec un casque, c'est quoi un casque, quoi, comme confort. Bose, C'est demain, je crois, demain le tirage au sort, mais il faut le faire maintenant. on peut jouer. Il faut le faire maintenant. Ok. Il nous reste quelques minutes, allez-y. Hein. Et après, je passe sur le précédent pour la doc. Oui, évidemment. Si vous avez des questions, monsieur, dames. Oui. Oui. Tu sais, Patrick, je vois bien, je me suis fait pas mal de projets On ne pas ensemble. vers PostgreSQL, etc. Donc, c'est toujours les 5 mêmes problèmes qui reviennent. Le premier, je ne sais pas si tu vas répondre, premièrement, sur ma table de source, de toute façon, je n'ai pas de C primaire. Est-ce que vous êtes capable de gérer en CDC? Donc, tu ne pourras pas faire d'update. Est-ce que tu sais comment tu peux gérer avec ton outil? Alors, si tu n'as pas comment dire, C'est très fréquent, par exemple, comme ça. on peut, nous, dans la partie sortie, lui définir une priority et lui dire que la priority sera par rapport à la source, je parle de numéro de client. On est admettons que le numéro de client. En général, c'est quand même pas comment tu fais des inserts, des tests et autres. Ça CDC, si tu n'as pas que ce primaire. Ouais, moi, je sais comment on fait, mais je te demande comment toi tu fais. Moi, quand je fais, simplement, j'irai dans la cible, mettre la clé dont je veux. Ouais, mais tu peux pas, parce que admettons que pour des raisons historiques, tes deux numéros sociétaires, machin, identiques, ça peut arriver. Il y a des tables très anciennes où tu n'as pas l'accès. Si tu fais un update, tu fais un update sur la prochaine. Oui, parce que tu fais à ce moment-là, enfin, normalement, ce qu'on fait, mais je ne sais pas si ça le gère ou pas, c'est que tu prends le record number, tu prends les RRN. Tu peux prendre les RRN si tu veux. Tu es obligé de rajouter à la main dans la cible. Dans la cible, colonne pour avoir le RRN. Et on s'en sert. Puis ça, contre le gaming. Deuxième cas de base qu'on fait absolument tout le temps, alors je ne sais pas si c'est géré, c'est dans ma source, j'ai des champs qui ne peuvent pas être nuls, mais qui sont nuls quand même, pour des raisons historiques. C'est-à-dire que quand on fait la création de la cible, on a un terme qui est créé avec un nul impossible, et en fait, on va au moment de l'application se trouver avec des valeurs nulles. Tu te rappelles, parce que tu as travaillé avec moi il y a quelques années,
sur des solutions, pas sur la même solution d'ailleurs, c'est un ancien collègue. Il fait pas mal de trucs. C'est que dans la truc de transformation, dans la règle de transformation, tu mets maintenu, tu précises milieu, tu considères qu'elle sera changée pour prendre les deux. Alors là, encore une fois, on a vu très vite la source et la target avec les la relation. Là, manuellement, il faut expliquer au produit, attention, même si c'est maintenu, il faut même. Ok, Jean-Pierre, juste avant, on va pouvoir évoquer les problèmes rencontrés il y a quelques années dans les avis, comme on arrive à la fin de la séance. Il y a d'autres questions générales sur le produit. L'époque, oui. Donc, tout ça. Quelques années, on pouvait. Vous savez, monsieur. Quelques années, on pouvait ne pas. Maintenant, c'est. Oui, tout à fait. Il y a une méthodologie associée. En fait, il y a je prends juste les questions entre potes et potes. C'est bien, c'est sympa, c'est pas utile. C'est vraiment un projet métier. Et on dit, je fais vraiment ce projet métier, là, projet métier, les sources. Tout dépend de l'investissement qu'on va faire, etc. De la société, tu veux savoir si ça ne marche pas. Voilà. Autre. En général, pour ce genre de solution, chaque fois que j'ai eu des problèmes, parce que j'en ai eu, justement, c'était les problèmes de sécurité. C'est-à-dire qu'on demandait que les ports soient ouverts entre la cible et la source, ce n'était pas le cas. On demandait que la cible soit accessible à partir du où RDRS est installé, que ce soit un Linux, un Windows et autres. Des fois, ça n'y était pas. Et comme on sait que dans ce monde-là, il faut appeler d'autres personnes, on va arriver, on attendait. On attendait que le port soit ouvert. C'était la personne réseau, que la personne de DBA, de PostgreSQL et autres, pour Internet. Donc, une fois, je dirais, que ça prépare l'installation du produit, c'est quelques minutes. L'import des données, si tout est prêt, qu'il y a des vidéos connect, les ports récupérés. Un peu besoin de temps. On peut voir des fois du première chose. Messieurs, dames, et notre numéraire, merci d'être venus. Bravo à vous.